Voilà, 2 heures de news, ça se poursuit sur ce plateau et nous allons aborder notre deuxième sujet, le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, Joseph Kabila, qui dit non aux injonctions extérieures. En tout cas, est-ce que le chef de l'État est allé loin? A-t-il dépassé le cap? Nous avons un invité sur ce plateau, Chérubin Okende, communicateur de la majorité présidentielle et président national du FSIR. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, cher ami. Merci d'être sur le plateau de 2 heures de news. Merci. Et puis, permettez-moi aussi de saluer la sagacité de Stella, telle que vous l'avez mentionné dans l'entame de votre émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, monsieur Chérubin, première question, depuis que le chef de l'État a prononcé son discours sur l'état de la nation, notamment disant non aux injonctions extérieures, au sein de l'opposition politique radicale, ça bouge. Il y en a qui pensent déjà, qui demandent donc au chef de l'État de penser à l'exemple burkinabé. Alors, selon vous, est-ce que le chef de l'État est allé très loin en disant non aux injonctions extérieures? A-t-il dépassé le cap infranchissable? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, de toutes les façons, il faut d'abord recentrer un peu l'analyse politique. C'est une exigence constitutionnelle que Joseph Kabila fasse l'état de la nation devant le Congrès, donc qu'il dise aux Congolais comment marche la nation congolaise. Et donc, moi, je crois que de ce point de vue, il appartenait au président de la République de s'adresser sans hypocrisie à ses compatriotes congolais et leur dire quelle doit être la ligne de conduite des Congolais. Êtes-vous d'accord, Monsieur Jacques? C'est pas à moi de poser des questions, mais je nous interroge tous en tant que Congolais, que nous, Congolais, nous sommes d'accord de recevoir des injonctions de l'extérieur. Je ne pense pas. Le Congolais a toujours été très jaloux de sa souveraineté. C'est pour cela qu'il ne faudra pas que nous travestissions les relations internationales. Nous pouvons avoir des amis peuvent nous donner de conseils, des amis peuvent nous suggérer ce qu'ils croient être juste dans notre marche, mais des injonctions, aucun Congolais digne de ce nom ne peut accepter. Mais qu'est-ce qui m'étonne, qu'est-ce qui me froisse, c'est de voir que ce sont des épiphénomènes comme celui-là qui retiennent l'attention de ce que vous appelez l'opposition. Ma foi, ils auraient dû se pencher sur tout ce rapport que Joseph Kabila faisait à la nation. Beaucoup d'aspects qui intéressent la vie des Congolais. Là-dessus, il devrait sustenter un débat républicain. Ça aurait pris du sens. Mais aujourd'hui, on commence à faire même des extrapolations par rapport au refus des injonctions. Alors, qui donc voudrait être président de la République en disant « Amen, moi je serai un béni oui-oui et j'accepterai les injonctions de l'extérieur ». C'est indigne à la limite pour ne pas être à la hauteur de la dignité que recherche le peuple congolais. Alors l'opposition se demande, quand il faut parler démocratie, et quand les partenaires peuvent nous aider à parler démocratie, ça devient de l'ingérence dans les affaires congolaises, mais quand c'est l'aide extérieure venant justement de ces partenaires, on applaudit des deux mains. Non, parlons un peu de démocratie. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons être complexés qu'au niveau du Congo, il n'y a pas cette culture démocratique qui est en train de se corser? Le débat républicain démocratique, il est vivant au Congo. La vitalité de notre démocratie fait en sorte que les mêmes compatriotes de l'opposition, nous les écoutons et nous échangeons avec eux. Et nous ne devons pas avoir de complexe par rapport à cela. Vous parlez de la coopération. Oui, mais c'est dans les relations internationales. Ne croyez pas que c'est pour le beau yeux des Congolais que d'autres veulent coopérer, échanger avec le Congo. Non, nous sommes une belle femme du monde convoitée et des gens sont intéressés à venir chez nous. Mais ça ne doit pas être l'objet d'un chantage. Et je crois que toute notre dignité fera en sorte que nous puissions aussi marquer un distinguo entre nos affaires intérieures, entre notre débat. Parce que là-dessus, il n'y a pas de frustration aucune. Tout Congolais est habilité aujourd'hui à s'exprimer. Nos affaires intérieures, quand nous devons organiser les élections, l'aide, la logistique doit venir des partenaires et l'argent des partenaires. Non, Jacques. Et là, nous sommes très contents. Jacques, je ne voudrais pas que nous mélangions les choses. Oui. Essayons de mettre un meilleur discernement dans notre échange. Nous parlons de quoi? Que Joseph Kabila dise aux Congolais que nous pouvons accepter
D'abord, il a salué la vitalité du débat démocratique au Congo. Et cette vitalité n'est pas une affaire de la majorité, je m'excuse. C'est du choc des idées que pourra jaillir la lumière qui éclaire la religion de tous les Congolais. Et donc, il y a une part de la société civile, des églises, de l'opposition. Nous voudrions justement rehausser la qualité de notre débat. Vous ne faites pas allusion à cela. Et lorsqu'on dit par rapport à ce débat, il y a d'autres mêmes fonctionnaires, de petits fonctionnaires d'autres États, qui s'invitent à ce débat et pour commencer à donner des injonctions au Congo. À qui cela peut faire plaisir ? Ma foi, ça m'inquiète qu'il y ait des compatriotes qui excipent des ambitions de pouvoir un jour diriger le Congo, mais qui se complaisent dans ce discours-là. Moi, je me retrouve très mal à l'aise et je crois que peu importe nos problèmes internes, nous devons plus réaffirmer notre souveraineté. Et alors, en plus... Monsieur Okende, oui, madame. On va y arriver. Pensez-vous alors que la RDC est vraiment en mesure de se prendre en charge sans l'aide étrangère? Non, nous sommes d'abord un membre de la communauté des nations. Et lorsque nous nous retrouvons dans des cas difficiles, c'est de notre droit, ce n'est pas un cadeau que les Nations Unies nous assistent, parce que nous sommes membres à part entière des Nations Unies. Il ne faudra pas que, quelque part, on travestisse cette réalité. Et en plus, c'est à vous et moi, madame, qu'il revient la tâche de cerner toutes les contingences de notre vie nationale pour que nous nous prenions réellement en charge. Le peuple congolais a toujours eu cette vocation de se prendre en charge et pourquoi pas assister le monde, assister l'Afrique, compte tenu de nos potentialités. Mais alors, nous avons vécu beaucoup de temps sans une bonne gouvernance démocratique. Aujourd'hui, nous sommes engagés sur le chemin de la démocratie. Nous devons consolider cela. Jacques a fait allusion au Burkina Faso. Tel oui. que, oui, l'opposition voilà. a fait allusion à... Ah, c'est l'opposition. Parce qu'en fait, c'est ce nouveau type d'angélisme qui appelle toujours l'apocalypse que j'ai toujours récusé. Donc, je ne pense pas qu'il y aura apocalypse en République démocratique du Congo. Dans tout état de cause, il y aura la voie de la sagesse. Il y aura la voie de la sagesse et cette voie de la sagesse devra respecter les aspirations profondes du peuple congolais. Qu'on aille ou pas au référendum, mais je crois que nous sommes suffisamment sagaces pour emprunter un peu l'expression que vous avez donnée à Stella. Nous sommes suffisamment sagaces et mûrs politiquement pour ne pas faire chavirer notre pays dans l'apocalypse. Alors l'opposition radicale exige un dialogue sur les élections. Un consensus est-il possible sur la loi électorale? Je me demande, madame, qu'est-ce qu'on appelle opposition radicale? Qu'est-ce que... Bon, ma foi, je ne suis pas de l'opposition, mais est-il que la majorité a toujours été ouverte, a toujours été disposée à échanger avec tous les compatriotes sur des problèmes ou des questions essentielles de notre nation? Ma foi, ce qui est décevant pour notre classe politique... on veut une chose et son contraire à la fois. On a vu hier les concertations nationales venir à la demande, je souligne, à la demande d'un acteur de l'opposition lorsque le chef de l'État recevra la classe politique au Mont-Galliéma, à la cité de l'OUA, pour parler de cette problématique des guerres à l'Est. Et ici, je crois que je ne commets pas un crime contre l'honorable José Makila. Je rappelle qu'il a été parmi ceux qui avaient souhaité qu'il y ait des concertations permanentes avec la majorité et surtout avec l'autorité suprême du pays pour qu'on puisse, en ce qui concerne la marche du Congo, développer ou partager le même faisceau d'informations. C'est ce qui a finalement accouché de l'idée des concertations nationales. N'a-t-on pas vu ceux qui se sont rebiffés ? Qui ont fui les concertations nationales, croyant monter des surenchères, dialogue. Donc, selon vous, il n'y a plus nécessité de notre dialogue? Si, il y en aura toujours. Et puis, bon, enfin, les concertations nationales n'ont pas été le premier forum au Congo, depuis 1960. Donc, on peut encore passer de forum en forum, de rencontre en rencontre, en changeant des dénominations, c'est selon? Bon, c'est à nous de cerner la matière, parce qu'en fait, il y aura toujours une matière sur laquelle les Congolais peuvent échanger. Et échangeons utilement. Ce n'est pas simplement pour caresser nos égos, hein, donc notre orgueil personnel. Non, nous devons échanger à l'idée d'être des hommes d'État, de voir plus l'intérêt de la nation. Et les menaces dans notre pays continuent. Pensez au Nord Kivu.
avec ce nouveau type de terrorisme où on tue nos compatriotes de la manière la plus sauvage possible. Alors, cette culture de la mort doit nous préoccuper. Et vous allez voir qu'il y a de ces Congolais opportunistes qui sont aussi en train d'alimenter, de soutenir ce terrorisme-là. On va poursuivre, M. Chérubin. En fait, quoique une recommandation des concertations nationales, on va parler du recensement. Mais aujourd'hui, que ce soit la communauté internationale, que ce soit l'opposition, tout le monde est en train de craindre. Est-ce que le recensement, tel que recommandé par les concertations nationales, ces recensements ne vont pas retarder les élections législatives et présidentielles, donc à se tenir dans les délais constitutionnels, selon vous? Mon cher ami Jacques, le malheur de notre classe politique, c'est qu'à un certain moment, nous avons une certaine fixation sur certaines échéances qui sont du reste passagères. Est-ce qu'on peut trouver que ça soit normal que dans ce pays, qu'il y ait de gens nés dans la génération 80 qui n'ont pas d'identification nationale sérieuse? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on veut aujourd'hui donner la paternité de cette exigence de recensement aux concertations? Mais que non, j'étais parti, en tout cas j'étais très actif aux concertations, mais est-il que l'idée n'est pas partie des concertations? Depuis la conférence nationale souveraine, je me rappelle encore, Étienne Tshisekedi en avait appelé au recensement, à l'identification de tous les Congolais. Alors, est-ce que c'est mieux, c'est raisonnable? Et encore que l'ONIP, c'est pas 2014, c'est depuis 2011, ma foi, si je me trompe, que la loi avait été votée. Donc, à un certain moment, que nous arrivions à décider de mettre fin à nos fragilités en tant que nation, en tant qu'État. Parce que dans l'entretemps, lorsque ça ne marche pas, on toise les autres. Que non, vous êtes incapables de faire le recensement, vous êtes incapables d'identifier les véritables Congolais. C'est pour cela que nous sommes infiltrés, notamment à l'Est. Nous avions des pièces d'identité qu'il fallait prendre juste, du vernis. On peut effacer et puis écrire des noms, mais comment pouvez-vous ne pas trouver des Rwandais qui prennent des cartes d'identité pour citoyens, mettent leur nom et ils deviennent des Congolais? Donc, nécessité du recensement avant la tenue des élections. Moi, je ne voudrais pas commettre cet impair-là, de réduire ces grands défis de notre souveraineté, de notre État, de la gouvernance de notre pays, juste à l'échéance électorale. Okay? Je crois que c'est le droit de tout Congolais d'être identifié et reconnu par son État. Donc, nous devons cerner cette exigence. Et elle doit aller au-delà des élections. Au-delà des élections. Alors, quitte maintenant à la Commission électorale nationale indépendante de cerner les exigences liées aux élections et de concilier avec cette autre institution qui va nous donner... Parce qu'en fait, ce n'est pas l'identification là de l'ONIP, ce n'est pas simplement de gens en âge de voter. Même les enfants de 7 ans à l'âge de scolarité, le nombre de naissances, le nombre de décès. Jacques, c'est des Congolais à part entière. Vous n'avez pas de droits plus spéciaux que eux en tant que citoyens congolais. Voilà, on va poursuivre. Vous avez tout à l'heure fait allusion à la situation sécuritaire dans l'Est et il me semble que c'était là une question là. Tout justement, on revient au discours, au contenu, par rapport au contenu du discours du chef de l'État. Il demande à ce que il demande les retraits progressifs des troupes de la MONUSCO, j'allais dire. Et les opposants qualifient cela de l'ingratitude. Vous, personnellement, vous pensez que la RDC est à même d'assurer sa propre sécurité? Il y en a même qui ont dit que c'est un discours ingrat face à la communauté internationale. Oui, mais appelons chat chat. Qui a dit que c'était un discours ingrat? Et moi, je crois que c'est là d'abord le problème. L'ingratitude à partir de quoi? Oublie-t-on que et la MONUSCO, donc sous recommandation du Conseil de sécurité et le gouvernement congolais, ont fait une revue de l'existence de la MONUSCO, de la mission de la MONUSCO au Congo. Oublie-t-on que dans cette revue, il était déjà programmé, et ici j'invite Martin Kobler à me contredire, il a été prévu qu'il y ait cette programmation-là de retrait progressif de la MONUSCO du Congo. Que le président de la République, qui rend compte à la nation,
mentionne cette impérieuse nécessité. Négocier et arrêter avec la communauté des nations, on trouve que c'est de l'ingratitude. Ma foi, ceux qui disent que c'est ingrat, pourquoi ils ne font-ils pas le procès de certains casques bleus de la MONUSCO qui commencent par exemple à trafiquer les tenues de nos militaires? Tout justement, pourquoi on à ne fait pas l'est du cela? pays, les Et pourquoi, ADF voilà, pourquoi à l'est exiger les est-ce que la MONUSCO n'est pas casques présente bleus? pour le moment? Elle n'est pas à Béni? On va retirer alors que ça brûle dans la case. Mais s'il vous plaît, et c'est là que nous devons, nous, Congolais, ne pas réduire cette question d'insécurité dans notre pays juste à la dimension d'un gouvernement. Nous sommes tous concernés. Et ce que nous devons vilipender avec la dernière énergie, ce sont ceux qui sont en train de tuer nos compatriotes si gratuitement. C'est un terrorisme qui ne dit pas son nom. Refuser l'injonction, c'est-à-dire, quelque part aussi, lorsque sur la place de Kinshasa, un autre terrorisme a vu le jour, que la police nationale prend des dispositions. Mais vous avez vu, on a crié sur tout le toit qu'il fallait même suspendre le commandant de cette opération. Ça relève des injonctions. Et je crois qu'un État souverain, nous en tant que des citoyens, je ne suis pas membre du gouvernement, mais en tant que citoyen congolais, je dois m'indigner par rapport à cela. Je dois me dire, mais quel type d'État si nous devons ployer derrière ce type d'injonction? Donc moi je crois coopérer avec la communauté des nations, c'est notre droit et aussi un devoir de coopération parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la mondialisation. Vous comprenez? Donc, mais nous ne devons pas galvauder non plus notre souveraineté. Et ceux qui sont en train, quelque part, de chercher l'apocalypse sur le Congo, je crois qu'ils auraient mieux de réorienter les tirs. Voilà, monsieur Cherubin, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle avant vous. Donc, il y a eu un des responsables donc, de la majorité qui a rendu l'âme, le gouverneur de la province de l'Équateur, lui, Alphonse Koagalo. Le corps a été rapatrié aujourd'hui à Kinshasa. Un mot quand même par rapport à ces dignes fils du pays. Je dois vous dire vous avez de souvenirs tout à fait, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de bons souvenirs. Et ma foi, j'aurais dû commencer par là, que son âme repose en paix. C'est un monsieur que j'ai personnellement connu. Vous me voyez déjà sous l'émotion. Tout à fait. C'était un monsieur, Koyagalo, un monsieur qui avait du cœur, un monsieur qui avait de la considération pour les autres, un monsieur, ma foi, je ne saurais pas dépeindre sa personnalité maintenant là, que nous sommes sous cette émotion. Nous aurons perdu. Pas simplement au niveau de la majorité, mais au niveau du pays. Rappelez-vous que c'est un monsieur qui, originaire de l'Équateur, j'imagine comment au Katanga il sera pleuré. Il a créé, par son leadership, par sa manière de travailler avec les autres, c'est vraiment incrusté dans les cœurs de beaucoup de nos compatriotes, dont ma modeste personne. Je pense que pour le moment, tout ce que nous avons à faire, c'est de prier l'Éternel notre Dieu pour que son âme puisse reposer en paix. Mais nous qui l'avons côtoyé, nous qui l'avons on dit que c'était un rassembleur. Un rassembleur. Nous avons aussi un devoir. Le devoir de le copier dans le bon. Ce que nous avons cru être des vertus de Koyagalo, je crois que faire honneur à sa mémoire, c'est de copier le bien, être rassembleur, être patient, écouter tout le monde. Une autre anecdote. Koyagalo, secrétaire exécutif de la majorité présidentielle, vous savez qu'à un certain moment, il y a eu beaucoup de frustrations. Bon, je ne dis pas que ces frustrations-là sont terminées au sein de la majorité. Moi, parmi ceux qui avaient des revendications à faire, nous sommes arrivés dans le bureau de Koyagalo en invective. Pour dire, monsieur le secrétaire exécutif, voilà ceci, voilà cela. Et alors, c'est son flegme qui nous avait désarmés et qui nous a consolés. Même si dans les faits, le fait d'être écouté avec beaucoup de considération, même si votre problème n'est pas résolu, c'est déjà le chemin pour vous apaiser. Et Koyagalo avait ce tempérament-là. Donc je crois que je pourrais épiloguer, je pourrais parler ici des heures et des heures sur Koyagalo. On ne va pas en finir. Que son âme repose en paix. Alors, je reviens à vous. Une toute dernière question. Monsieur Cherubin Okende, le gouvernement de cohésion nationale est là. Vous êtes de la majorité présidentielle. Vous n'êtes pas parmi les frustrés, les mécontents. Après avoir lutté pendant longtemps, vous n'avez pas de poste.
Vous avez toujours votre courage. Hein, d'abord, sur le gouvernement, sachez qu'il y a eu beaucoup d'appelés, mais il y aura très peu d'élus. Nous ne pouvons pas nous targuer tous de la majorité d'être du gouvernement. Même si par ailleurs, parce qu'il ne faut pas être hypocrite, même si par ailleurs l'ambition pouvait nous habiter. Mais puisque le chef de l'État a nommé un gouvernement, aujourd'hui c'est de dire à ce gouvernement d'être à la hauteur des missions qui lui sont assignées. Donc je crois que dans l'entretemps, vous attendez encore, puisque le panier circule. Dans ma encore, praxis politique, le gâteau est encore assez grand. On ne démérite pas. Surtout, je ne suis pas un homme complexé. Je dis que des hautes responsabilités d'État, je peux les assumer avec beaucoup plus de responsabilité, de maîtrise. Donc, il n'y a pas à s'auto-flageller par rapport à cela. Mais est-il que ça ne doit pas être non plus une incitation à l'apocalypse, puisqu'on ne se retrouve pas dans une équipe gouvernementale. Et ceux de notre classe politique qui vilipendent tout, qui veulent tout détruire du fait que leurs ambitions personnelles n'ont pas été assouvies, je crois qu'ils ont à rectifier le tir. Ce n'est pas de ce type d'homme politique que le Congolais a besoin. Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, Cherubin Okende, merci d'avoir participé à cette tranche. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle et également président du FSIR. Nous avons analysé avec vous les discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Mesdames, messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit tout à l'heure à 19h. Vous allez retrouver Magui Mboukou pour la grande édition d'information. Quant à nous, avant de marquer notre continuelle virgule, c'est là, Abaya, un mot quand même aux téléspectateurs. Merci à vous tous qui nous aviez suivis avec attention, soutenu, madame, messieurs, de partout dans le monde. Restez branchés puisque tout à l'heure, Magui Mboukou vous retrouve pour la grande édition du journal télévisé Tout Nové, le meilleur à vous. Et voilà, je le disais, nous allons donc nous séparer, mais 2 heures de news, ça se poursuit. Nous nous séparons bien entendu avec cette virgule.